Nous allons commencer en avance. D'une minute, mais en avance, qui est assez normal finalement, parce que à l'armée, si vous n'avez pas 5 minutes d'avance, vous êtes en retard. Donc on est quand même un peu en retard. Mais bon, voilà. Merci d'être parmi nous dans ce bel amphi Sabatier. Je discutais avec Nicolas en disant que il y a 3 fois 33 ans, quand j'étais stagiaire dans cette école, il était moins beau. Voilà. C'est bien, ça veut dire que l'école militaire a fait tout un tas de travaux. Merci pour cette conférence sur actualité stratégique. Alors, franco-italienne, je trouve que de toute façon, la notion d'actualité stratégique en ce moment est assez pertinente. Je vois qu'il y a beaucoup d'Italiens, mais malgré tout, la conférence va avoir lieu en français, donc j'espère que nos amis italiens pourront suivre. On va essayer de parler lentement, je dis ça pour nos orateurs. Il y en a 2 d'entre nous ne parlent pas italien, donc vous pouvez poser des questions en italien et puis on verra pour traduire et ils vous répondront en français si vous voulez, si vous pouvez faire l'effort de poser des questions en italien. Et puis voilà, j'ai de la musique. Il est 9h. Vous me dites quand ça se termine ? Ça y est, c'est terminé. Merci. 4 intervenants. Moi, je suis donc le général Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie. Je travaille sur les relations franco-italiennes depuis finalement maintenant pas mal d'années, et notamment avec mon ami Lucio, que je vais présenter bientôt. Et nous avons 4 intervenants, donc j'aurais demandé de préparer chacun une intervention de 15 minutes. Ça débordera toujours et ça nous laissera un espace de discussion à la fin, un peu entre eux, mais surtout avec vous. Donc vous aurez le temps et on va tenir le temps pour qu'il y ait des questions à la fin. Je me tourne tout d'abord vers Jean-Baptiste Noé, ici présent, rédacteur en chef, mais aussi directeur un peu de la revue Conflit, la revue française de géopolitique Conflit. Pour les Italiens, c'est l'équivalent de l'IMES. Voilà. Pas le même format, mais finalement la même approche. Et nous allons parler de stratégie générale avant d'aller sur des questions peut-être un peu plus industrielles, peut-être un peu plus navales, mais d'abord une vision peut-être un peu française du sujet de cette actualité stratégique franco-italienne. À toi, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de tenir les 15 minutes. Merci pour votre présence. Je vais commencer peut-être par trahir un secret de l'IMES. J'espère que Lucio ne m'en voudra pas trop. Il y a quelques années, un an et demi, 2 ans peut-être, l'IMES voulait faire un numéro sur la France et chercher des Français qui soient, je ne dirais pas contre l'Italie, mais qui aient une vision négative de l'Italie. Et la personne qui était chargée de ça m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de mal puisqu'elle n'avait trouvé aucun Français qui avait une vision négative de l'Italie. Ce qui est finalement assez rare, c'est peut-être le seul pays où il y ait un consensus en France sur une amitié ou des affinités culturelles, politiques. Si on parle de l'Allemagne, si on parle de l'Angleterre, si on parle des États-Unis, là on a des clivages qui sont beaucoup plus forts, des clivages politiques ou autres. En revanche, sur l'Italie, côté français du moins, sauf exception, il y a généralement une vision qui est plutôt tout à fait favorable. Or, ce n'est pas vraiment le cas côté italien. Et côté italien, on peut dire que les relations, en tout cas la vision de la France est peut-être un petit peu moins positive et moins globale que côté français. Donc on a des relations qui sont peut-être un petit peu asymétriques avec des Français qui ont une vision très positive de l'Italie, et côté italien, c'est pas toujours partagé, notamment d'ailleurs par les partis italiens plutôt classés à droite. Et tout ça pour dire que quand on parle de relations, eh bien, ça se fait évidemment à 2, donc il faut côté français et côté italien. Et on a beaucoup de points de convergence et également pas mal de points de friction, ou du moins des éléments d'incompréhension. Alors, je vais évoquer 3 aspects qui me paraissent intéressants. Il y a la question migratoire, il y a la question des transports et la question économique. On va commencer par le sujet qui fâche. Donc la question migratoire, avec la carte que vous avez en face de vous. Alors on vous présente les principaux flux migratoires et les principales routes qui viennent en Europe.
Et c'est bien évidemment un sujet de friction important entre les deux pays, peut-être d'ailleurs avec le gouvernement Meloni. Alors les antagonismes sont nombreux. Il y a évidemment l'intervention française en Libye en 2011 qui a contribué au chaos à la fois en Libye et dans la zone sahélienne. On sait que l'Italie était, je dirais pas proche, il y avait des accords avec le gouvernement de Kadhafi et donc une sorte d'entente pour retenir ces routes migratoires. Donc là, ça contribue à tendre les relations entre la France et l'Italie. Vous avez aussi la politique menée par Giorgia Meloni. Alors, je ne sais pas comment les Italiens quel regard ils portent ou quel jugement ils portent sur cette politique. En tout cas, en France, on a parfois tendance à considérer qu'en fermant la route italienne, eh bien, c'est comme n'importe quel flux. Quand on lui ferme une porte, une route, il va vers d'autres portes et d'autres routes. Et donc, fermer la route italienne, c'est déverser le flux vers la France. Et donc, c'est apprécié de manière assez diverse. Côté français, on se souvient notamment des échanges entre un ancien ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui à la justice et des frictions sur la frontière et sur les rapports entre Menton, Vintimille et le passage des Alpes. Donc on voit que cette question qui pourrait faire l'objet d'un accord ou d'un consensus, parce qu'on comprend bien que sur les questions migratoires, il ne peut pas y avoir un pays qui agit seul et qu'il faut bien qu'il y ait une entente au moins à l'échelle européenne. En réalité, chaque pays mène ses propres politiques avec souvent assez peu d'accords. On peut voir la deuxième carte qui est celle du franchissement des Alpes. Voilà, donc qui est une carte qui est, je trouve, très intéressante parce qu'elle nous rappelle d'abord la profondeur de la frontière entre la France et l'Italie. Ça va arriver. Et surtout, cette montagne que nous avons en partage. Non. Voilà. Alors, excellent, merci. Alors, non, pardon. On est en arrière. Bon, voilà, ça ira. Ça sera l'objet. Ça, c'est le Lyon-Turin, mais je vais en parler juste après. Donc, la question des Alpes est aussi une question cruciale. Les montagnes sont des lieux de passage. Les montagnes ne sont pas des barrières. Ce sont des lieux où il y a évidemment des échanges extrêmement importants, échanges économiques, échanges culturels. Et donc, nous avons une montagne en commun. Enfin, les Alpes sont communs à 9 pays en Europe, mais entre la France et l'Italie, il y a évidemment ces Alpes en commun, et il y a là des enjeux de relations importantes, notamment entre la région Rhône-Alpes et la région Val d'Aoste-Lombardie, qui demandent à être développées. Donc ça renvoie à la carte que vous avez là, qui est celle de la liaison Lyon-Turin, qui est un sujet majeur entre les deux pays, et qui est là aussi un sujet, peut-être pas de friction, mais en tout cas de mésentente, parce que les Italiens reprochent souvent aux Français de ne pas aller assez vite et de ne pas faire leur part du travail sur leur tronçon. Alors c'est en partie vrai. On voit qu'il y a aussi peut-être plus de débats côté français sur ce tronçon et plus d'opposition, de groupes de pression, de lobbies ou de partis politiques sur le tronçon Lyon-Turin, mais on voit bien qu'on est là sur un tronçon qui est absolument central. Vous l'avez avec le petit cartographe en haut, hein, rejoindre Turin à Lyon, c'est aussi ouvrir les routes de l'Europe. Donc on va vers l'Espagne, on va vers l'Europe centrale, vers l'Europe du Nord. Donc on a là un axe majeur qui est un axe ferroviaire absolument central, qui tarde encore à se faire. C'est un sujet qui en France d'ailleurs est quasiment pas évoqué. C'est très rare que ce soit évoqué dans les grands médias, je ne vais pas dire à conflit, puisqu'on en parlait, la carte est faite par conflit, donc vous voyez qu'on en parle. Mais enfin, c'est un sujet qui est dans un silence politique et médiatique quasiment total. Du moins côté français. Je ne sais pas trop comment il est traité côté italien, mais en tout cas en France, on n'en parle pas, alors que c'est un sujet qui me paraît essentiel en termes d'infrastructure, qui me paraît essentiel également en termes d'échanges économiques entre la région de Lombardie et la région Rhône-Alpes, qui sont parmi les régions les plus importantes au niveau économique en Europe, et également avec la région Île-de-France, puisque cet axe ferroviaire permet également de rejoindre Paris à Turin et à Rome. Donc on a là aussi un élément qui devrait être normalement un cas d'entente complet et qui devrait faire un consensus complet entre les deux pays, et ce n'est pas vraiment le cas.
Vous avez eu, il y a maintenant 2 ans bientôt, le traité du Quirinal, qui est un traité extrêmement important, notamment à côté de la diplomatie française, puisque c'est un des traités les plus importants qu'on peut signer avec un État. On l'a souvent comparé au traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. Pourtant, côté français, on parle beaucoup du couple franco-allemand et on ne parle pas du couple franco-italien. Le même type de traité a été signé avec l'Espagne. Ce sont des avancées diplomatiques importantes, des avancées entre les deux pays importants, mais on a l'impression que nous sommes sur des traités sans lendemain et qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas comblé tous les espoirs auxquels ça aurait pu aboutir. Alors c'est peut-être dû à des frictions entre les différents gouvernements ou à des éléments qui ne sont pas mis en mouvement par la suite. Il n'empêche qu'on reste un petit peu sur notre faim et sur une absence d'avancée générale. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la question des échanges économiques. Alors on y est évidemment avec le Lyon-Turin, qui sont des échanges qui contribuent évidemment essentiellement aux échanges économiques. Non, là, je n'ai pas de carte. On va rester sur le Lyon-Turin. Échanges économiques, alors, commençons par quelques données. Évidemment, en économie, on aime bien les chiffres. L'Italie s'est classée à la 4e position mondiale pour les exportations. C'était évidemment une très belle opération pour l'Italie. On a beaucoup parlé en France de la question africaine, alors qui est un sujet, je sais, toujours très sensible côté militaire en France, pour des raisons stratégiques, sentimentales, culturelles. Si je me permets de regarder le sujet uniquement sous l'angle économique, les relations économiques entre la France et l'ensemble du continent africain, c'est à peine 1,5% des échanges. Le pays d'Afrique avec lequel la France les entreprises françaises ont le plus d'échanges économiques, c'est le Maroc. On est à peu près à 14 milliards d'euros d'échanges annuels. Vient ensuite l'Algérie. Et le premier pays d'Afrique noire avec lequel nous avons le plus d'échanges économiques, c'est le Nigeria, à hauteur de 5 milliards annuels. Les relations économiques France-Belgique, nous sommes à 110 milliards d'euros annuels. Autrement dit, la Belgique, d'un point de vue économique, pour les échanges, compte quasiment 10 fois plus que le Maroc ou l'Algérie. Et pareil pour l'Italie. Donc les pays d'Europe font l'essentiel de leurs échanges économiques avec les autres pays d'Europe. On a beau parler de mondialisation, on reste quand même sur une mondialisation assez limitée en matière d'échanges économiques. Donc l'Italie est pour nous un partenaire économique essentiel pour les échanges qui sont réalisés. Hier, ou non, avant-hier, Frecciarossa a annoncé l'ouverture de son train jusqu'à Marseille. Donc ça réjouira, moi qui prends Frecciarossa toutes les semaines pour me rendre à Lyon. Je me réjouis de pouvoir aller jusqu'à Marseille. Donc là, c'est un exemple, évidemment, de présence italienne en France. On a aussi une présence française importante en Italie. En tout cas, des échanges qui sont essentiels et qui doivent se développer, mais qui se font généralement de personne à personne. Alors, quand on parle au sein de l'école militaire et devant un public de militaires, je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, mais quand on fait des échanges économiques ou des échanges culturels, le mieux, c'est d'éviter de passer par les services de l'État. Si on veut que ça puisse aboutir, il vaut mieux faire les choses de manière interpersonnelle. Pour des raisons assez simples, un ambassadeur, ça change à peu près tous les 2 ans, 2 ans et demi. Donc quand on commence à faire quelque chose, à aboutir à quelque chose, l'ambassadeur change, donc on repart quasiment de zéro. Si on doit passer par des services administratifs, c'est toujours très long et donc souvent ça aboutit à des sables. Donc les échanges économiques se font d'entreprise à entreprise, de personne à personne. C'est ce qu'on peut faire à travers des revues, c'est ce qu'on fait à travers des universités. Les échanges universitaires sont un des points importants. Parmi mes étudiants qui vont en échange à Milan ou à Rome. Et ça, c'est un point qui est essentiel et qu'il faut développer. Ce sont des choses qu'on peut faire sur le temps long. Ça prend du temps. Si on veut faire des échanges, si on veut vraiment se connaître, connaître aussi les différences culturelles qu'il peut y avoir entre les deux pays. Ça repose aussi sur les éléments de confiance. Donc il ne s'agit pas de signer un traité, on le voit avec le Quirinal. Il ne s'agit pas de signer un traité ou un contrat, il faut aussi fonder ça sur des relations de confiance, et c'est comme ça que ça peut se faire sur le long terme et sur le temps long. Et puis arriver également à connaître les différences culturelles qu'il peut y avoir ou les différences d'approche, qui sont finalement assez importantes. Par exemple, le fait que l'Italie soit un pays
fédéral. Alors, je ne sais pas si le terme fédéral convient, mais en tout cas un pays par région qui n'est pas centralisé. Donc, quand on veut faire des échanges côté français, on ne passe pas par Rome. Donc, quand on veut faire des échanges côté, il faut passer par Paris. On va passer par les capitales régionales ou bien directement par les entreprises ou les universités. Ça, c'est évidemment un point important. Et donc, j'évoquais en début d'intervention le fait que l'Italie avait une image très positive côté français et que c'est un pays qui est très bien vu. Et c'est un des rares pays en Europe à avoir cette image-là en France. C'est un pays qui est très bien vu, mais qui est souvent assez incompris. Peut-être que l'Italie est très bien vue, mais pas pour les bonnes raisons. Alors, parce qu'il y a eu des échanges culturels, parce que oui, on a Léonard de Vinci, et puis on a eu Catherine de Médicis, donc ça a contribué à façonner. Et il y a un événement de l'histoire de France qui m'a toujours beaucoup amusé, c'est pendant la Fronde. Vous avez la noblesse française qui combat le jeune roi Louis XIV, et finalement, ceux qui sauvent le roi Louis XIV sont deux Italiens, à savoir Mazarin et Médicis. Donc vous voyez que c'est amusant, le roi de France a été sauvé par des Italiens. Mais finalement, la compréhension, la connaissance de l'Italie en France pâtit souvent d'un plaquage d'une vision française. C'est-à-dire qu'on a, pour le dire un peu directement, on a parfois l'image que la France, que l'Italie sont des Français, mais avec une autre langue. Or, non. C'est une autre culture, c'est une autre manière de faire, une autre manière de travailler. C'est ni bon ni mauvais, simplement c'est différent. Et donc, si on veut étoffer des relations commerciales, économiques, académiques, universitaires, eh bien, il faut faire cet effort de compréhension des différences culturelles entre les deux pays. Et c'est comme ça que ça peut passer, notamment pour éviter, nous, Français, de paraître trop arrogants, ce qui peut parfois arriver, de connaître aussi les différences entre les régionales. Et donc, on en a ces exemples. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a énormément de coopération stratégique qui peuvent être réalisées entre les deux pays. Je n'ai pas abordé les questions militaires, je laisse ça aux autres intervenants. Mais ça passe aussi par une meilleure compréhension, notamment côté français, de la partie italienne. Merci à vous. Merci Jean-Baptiste. J'ai noté qu'il y avait un certain nombre d'étudiants, alors ceux de l'école de guerre bien évidemment, mais aussi d'étudiants, je dirais plus jeunes, en début de parcours. Donc ce que tu dis est important. Je retiens effectivement cette question de l'altérité, de la méconnaissance derrière les cartes postales. On ne va pas parler d'image d'Épinal pour l'Italie, on va parler de cartes postales parce que les gens vont en vacances en Italie et puis ne retiennent que la photo. Or, c'est beaucoup plus profond. Donc oui, cette altérité, et oui, cette opposition un peu essentielle et mal comprise, en tout cas du côté français, mais probablement aussi non, pas du côté italien, entre cette centralité étatique, verticale, hiérarchique française et le côté décentralisé, polycentrique italien. Et ça se voit, y compris dans la construction des décisions. Je travaille un peu avec l'Italie, et donc on voit bien que la décision italienne, ce n'est pas du consensus, mais c'est quelque chose de polycentrique. Je me tourne vers Lucio Caracciolo, qui est le fondateur, le directeur, le rédacteur en chef de l'IMES, qui est donc l'autre revue géopolitique, mais celle-ci en langue italienne, qui a créé le modèle. Que rejoint un peu Conflit. Lucio, 15 minutes. Merci Olivier, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi d'être ici. D'ailleurs, quand je me déplace en France, je me retrouve chez moi. Et je m'excuse de maltraiter votre langue si belle, mais je pense que quand on parle entre italien et français, c'est un peu compliqué de parler anglais, donc je préfère vous tourmenter avec mon français, parce que je pense que pour parler franc, il faut aussi parler français. Et alors tout d'abord, nous sommes dans une phase assez révolutionnaire de la géopolitique, 360 degrés, donc il faut peut-être regarder les choses avec un peu de calme. Quand les révolutions commencent, on a l'impression que tout va changer, etc. Et puis on revient plus ou moins à l'ancien régime. Donc, prudence. Je vais vous donner une idée, qui est une idée à moi, de où nous sommes et ce que nous voulons. Vous voyez cette carte de Kaoslandia qui montre, disons, une représentation
de la planète, avec une frontière entre les pays, disons, du Nord, les pays plus riches, plus calmes, disons, et les pays qui comptent en fin de parcours, et les pays de Kauslandia, c'est-à-dire les pays où il y a, avant tout, pas vraiment d'État. Il y a des choses qu'on appelle des États, mais qui ne sont pas véritablement des États, au moins la plupart d'eux. On a les guerres, la concentration de guerres impressionnante, etc. L'Italie est à la frontière. C'est un peu comme si on était entre États-Unis et Mexique, c'est-à-dire le Rio Grande, ou plutôt entre les deux Corées. C'est-à-dire qu'entre la Sicile et la Libye, il y a vraiment une sorte de fracture. Et alors, on dit que l'Italie est un pays méditerranéen. Oui et non. C'est-à-dire que nous appelons en réalité la Méditerranée le Médiocéan. C'est-à-dire que Méditerranée, ça veut dire que nous sommes entre l'Afrique et l'Europe, ce qui est vrai. Mais nous sommes maintenant dans une phase où ce qui compte, à mon avis, encore plus, c'est la liaison entre les océans. Pour des raisons, d'abord du point de vue italien, aussi économique, parce que le 95% du commerce mondial passe par les routes des océans. Et la différence fondamentale entre vous et nous, c'est que vous avez l'océan et nous n'avons pas d'océan. C'est-à-dire qu'il faut arriver à l'océan. Et ça, c'est nécessaire parce que nous avons très peu de matières premières, très peu d'énergie, et d'un côté, donc il faut importer. Et de l'autre côté, il faut exporter ce que nous produisons, et c'est essentiel pour nous avoir accès à l'océan. Et je vous montre la carte qui suit, qui est un point de vue sur ce qu'on appelle en Italie, au moins ce que nous appelons la guerre grande, c'est-à-dire c'est une guerre qui a des théâtres différents, mais il y a des liaisons stratégiques très fortes. Du point de vue italien, ce qui nous intéresse, si c'est vrai ce que je disais jusqu'à présent, c'est la possibilité de connecter le Méditerranée, c'est-à-dire la Méditerranée, avec l'océan Indien et avec l'océan Pacifique, avec l'Indo-Pacifique, comme on dit maintenant, c'est-à-dire avec le théâtre de la compétition entre les États-Unis et la Chine, qui est la compétition centrale. C'est d'ailleurs très curieux qu'ici en Europe, on parle toujours de la Russie, de l'Ukraine, tandis que si vous allez ailleurs, surtout si vous allez en Amérique et en Chine, on parle surtout d'Amérique et Chine. Et ça, c'est quand même remarquable d'une certaine vue un peu courte que nous avons maintenant, à mon avis, en Europe. Quels sont les atouts et quelles sont les limites, de mon point de vue, évidemment, de l'Italie dans ce contexte? Alors, d'abord, je crois que l'Italie a une forte identité nationale et une forte cohésion sociale, malgré ce que nous racontons de nous-mêmes, ce que peut-être quelques-uns racontent sur nous. Et ça, c'est assez remarquable dans les crises. Nous avons un esprit d'adaptation très prononcé, qui peut-être n'est pas très connu, mais à mon avis, c'est essentiel. On l'a vu, par exemple, dans la crise du Covid. Deuxièmement, on a un certain, là, je dois utiliser l'anglais, soft power culturel, artistique, etc. Un autre atout, c'est que nous n'avons pas de crise migratoire véritable et, entre guillemets, même pas d'attentats djihadistes dans notre pays. Les deux choses ont peut-être quelques liaisons. Parce que nous n'avons pas un modèle à, disons, offrir à ceux qui arrivent en Italie, surtout parce que ceux qui arrivent en Italie du sud du monde ne veulent pas vraiment rester en Italie, même si maintenant ils restent un peu, mais pas tellement. Notre ami Noé a parlé de la crise de 20 000, etc. Ça, c'est évidemment véritable, c'est un problème. Mais à mon avis, le problème migratoire, ce n'est pas le problème central. Au contraire, le véritable problème italien, c'est un problème d'émigration. C'est-à-dire que nous exportons les jeunes, les meilleurs jeunes, les plus formés par nous, qui n'ont pas de travail, de boulot à la hauteur des études qu'ils font en Italie, et ils partent pour le reste du monde.
On oublie que l'Italie a, oui, presque 60 millions d'habitants, mais ça commence un peu à reculer. Mais il y a un peu plus que 60 millions, disons, d'Italiens de la diaspora. Et la plupart d'eux, ce sont des jeunes qui sont en train de chercher un boulot ailleurs. Les limites principales de l'Italie, je fais court, c'est la démographie, parce que nous sommes en train de perdre d'habitants depuis 10 ans. Nous sommes maintenant même pas à 60 millions. La biologie, c'est-à-dire que l'âge médian en Italie est de 48 ans. C'est un des pays avec un âge moyen le plus prononcé. Évidemment, la dette, garantie de facto par l'Allemagne, c'est-à-dire pas garantie. Puis, évidemment, le problème des matières premières, de l'énergie, etc. Et alors, vous voyez cette carte. Ce qui nous intéresse dans la guerre grande, c'est évidemment tous les fronts. Je ne vais pas parler de l'Ukraine parce qu'on en parlera, je pense. On parle beaucoup, peut-être même trop. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la mer Rouge. Donc, les guerres d'Israël avec les Palestiniens, Gaza, avec le Liban, mais surtout la question des outils. Nous avons développé des rapports aussi du point de vue militaire. Le général Manino connaît très bien parce qu'en tant que président du CASD, il s'occupe de ça avec les Saoudiens et avec les pays de la péninsule arabe. Nous avons envoyé des navires de la marine italienne dans la région depuis des années. Il y avait avant les pirates de la Somalie. Maintenant, il y a surtout les outils qui menacent la circulation dans la mer Rouge. Et je crois que c'est une région du monde, celle qui va, disons, de l'Égypte au Soudan jusqu'à la péninsule arabe et au Levant, où la coopération franco-italienne pourrait vraiment faire un peu de différence. Il est vrai qu'ailleurs, en Afrique du Nord, on s'est pas mal bagarré, surtout sur la Libye, mais là, peut-être, on pourrait trouver quelques possibilités de coopération efficace. Le véritable problème, à mon avis, étant ce qu'on fait avec les Turcs. Parce que, à mon avis, la puissance qui va maintenant s'établir d'une façon assez robuste dans la Méditerranée orientale et aussi dans la région va être la Turquie. La Turquie est maintenant, du point de vue italien, la puissance, à part, disons, les grandes puissances, à part l'Amérique, la puissance qui est la plus importante dans notre voisinage géopolitique. Les Turcs sont dans les Balkans, les Turcs sont en Libye, en Tripolitaine, les Turcs sont dans la Méditerranée orientale et les Turcs sont à la frontière d'Israël. C'est-à-dire que du point de vue israélien, peut-être maintenant, ce n'est pas l'Iran, c'est la Turquie le véritable problème. Ils sont à Damas, et Damas est pratiquement presque en Israël. Nous, on a des relations économiques et commerciales très bonnes avec les Turcs. J'ai l'impression que les relations franco-turques ne sont pas aussi excellentes, mais je crois qu'il faut trouver peut-être une clé de coopération vis-à-vis de la Turquie un peu plus, disons, un peu plus stratégique, parce que la Turquie, ça va être, à mon avis, dans les décennies qui viennent, une puissance remarquable dans la région et pas uniquement ça. Je vais conclure avec... merci Olivier. Non, même pas ça. Voilà, avec Trieste. Vous savez que Trieste n'était pas exactement une ville italienne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Trieste est un port stratégique de plusieurs points de vue. En Italie, on n'a pas tellement cette impression, mais c'est vraiment stratégique. Surtout les Américains sont très concernés par l'avenir de Trieste. Les Chinois ont essayé d'arriver à s'établir à Trieste avec les accords de 2019. Maintenant, c'est fini avec ça. Les Américains nous proposent ce qu'ils appellent la voie du coton, c'est-à-dire une liaison
qui doit faire concurrence aux voies de la soie chinoises, qui puisse lier l'Inde à la péninsule arabe, à Israël et à Trieste. Trieste étant la porte italienne sur l'Europe. Le problème, c'est que Trieste n'est pas véritablement italienne. C'est-à-dire que du point de vue de Rome, Trieste est un peu ailleurs. Et ça, c'est un grand problème pour nous. Vous savez que, par exemple, il y a un grand oléoduc qui passe par Trieste, qui fournit 100% du pétrole à la Bavière et au Baden-Württemberg, 40% du pétrole allemand, 100% du pétrole tchèque, etc., etc. Donc c'est un peu, si vous voulez, une sorte de Nord Stream du pétrole qui passe dans l'Adriatique. Alors là, ce que nous cherchons de faire maintenant, c'est de... une autre chose très importante, et je conclus, c'est l'axe Danzig-Trieste-Constance, c'est-à-dire l'axe du front est de l'OTAN, qui a une sorte de hub stratégique, encore une fois, à Trieste. Maintenant, on a les Américains, les Chinois qui veulent rentrer, les Russes qui font un peu de propagande. Il y a des forces plus ou moins indépendantistes qui ont des idées assez étranges sur le futur de Trieste. Ce qui me préoccupe du point de vue italien, c'est que nous n'avons pas le sens de l'importance de ce port. Et donc, c'est une chose qui pourrait aussi être partie d'un débat entre Européens et entre Français et Italiens. Merci. Merci beaucoup, Lucio. Oui, Trieste, c'est un port austro-hongrois. Hein, Kaiserische und Königische. Hein. Je vois qu'on a un officier hongrois qui doit rigoler. Merci, Lucio, parce que en fait, tu nous as parlé d'Italie et tu nous as parlé de préoccupations. Et l'Est italien, eh bien, il est sur cette carte. En fait, c'est un sud-est. Tu nous as parlé des Balkans, tu nous as parlé de la Turquie, tu nous as parlé de l'océan Indien et de la mer Rouge. Et je retiens que finalement, l'Ukraine, c'est pas vraiment le sujet. Et tu n'as pas parlé d'Afrique, qui est une mission intéressante, surtout si on considère la stratégie africaine de l'Italie depuis 2 ans et les déboires français en Italie depuis 2 ans. Mais j'imagine que cette mission est faite exprès. Je me tourne vers Vincent Thomassier. On garde des pistes de questions pour tout à l'heure. Je me tourne vers Vincent Thomassier, qui est directeur stratégie, pour faire simple, chez MBDA. MBDA, c'est une belle entreprise industrielle, d'armement bien sûr, mais qui est belle parce qu'elle est finalement multinationale et elle réussit le pari. Voilà, je dis des choses gentilles. Elle fait le pari de réussir à être multinationale et européenne en préservant à chaque fois des parts de souveraineté sur chacun de ses pays actionnaires, on laisse tomber les sociétés, mais pays actionnaires, et tout en réussissant à faire des produits qui sont réellement des produits en coopération. Donc j'imagine que tu vas nous parler de politique industrielle, de cette question d'actualité stratégique italienne, vue d'un point de vue industriel général et d'industrie de défense en particulier, j'imagine. Merci Olivier, merci pour ces gentils mots, c'est rare de temps en temps. Donc moi je vais revenir à des considérations bassement terrestres et plus industrielles après des visions très stratégiques de les deux précédents participants. Donc avant de commencer ce topo, je voudrais juste rappeler quel est le modèle de MBDA, hein, pour chacun ait en tête en effet quelle est la particularité de la société. Donc nous on est une société complètement intégrée à l'échelle européenne, on a 19 000 collaborateurs qui sont aujourd'hui sur 4 pays d'ancrage que sont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne. Et finalement en Europe, quand on voit le débat européen, notamment à Bruxelles ou à l'OTAN, on a un des rares pure defense players de la place européenne avec ce modèle intégré, sinon le seul en fait. Et dans un domaine, comme l'a rappelé Olivier, qui est hautement souverain. Donc on arrive finalement à créer de la souveraineté au sein d'une coopération. C'est un ADN assez complexe, ça nécessite un pilotage assez fin, et il ne se fait qu'avec la volonté des États. C'est pour ça que naturellement,
L'industrie missilière, la coopération dans les missiles, fait partie du traité du Quirinal, qui a été évoqué précédemment, est un axe majeur de coopération entre les ministères des Armées. Et là, on est obligé de passer par le ministère des Armées pour faire cette coopération. Et c'est un bien. Notre ADN, elle est basée sur cette coopération. Je rappelle que MBDA a été créé dans les années, fin des années 90, d'abord autour de programmes. Et c'est comme ça que nous, on considère que la coopération industrielle doit se mener, à travers des programmes structurants. Donc c'était le SCALP Storm Shadow en franco-britannique, c'était l'Aster, qui est vraiment le cœur de la coopération franco-italienne, sur lequel je reviendrai, et puis le Météor, à la création de MBDA en 2001, qui est ce missile RR unique en Europe, et qui permet une coopération entre les 6 États, enfin les 4 États de MBDA, plus la Suède et l'Espagne. Donc aujourd'hui, cette joint venture, parce que MBDA finalement c'est une joint venture, puisque c'est la décision d'industriels européens et d'États européens de mettre toutes leurs capacités missilières dans un seul asset, est devenu un leader mondial. Donc ça c'est une réussite. En 24 ans, aujourd'hui, on a un champion européen intégré, rationalisé, qui est le 3e acteur mondial, derrière les Américains, Lockheed Martin et Raytheon. Et ça, c'est un outil pour nos États. C'est un outil de souveraineté pour nos États, pour Rome, pour Paris, mais c'est aussi pour l'Europe. Et quand on entend le discours du président, quand on lit les journaux, quand on voit les débats aujourd'hui et demain, évidemment que c'est un asset. Et on peut remercier les pères fondateurs de MBDA qui ont été visionnaires à l'époque, et surtout les gouvernements qui l'ont été. Alors évidemment, MBDA est au cœur de la remontée en puissance de l'industrie et de l'habilité européenne. Comme vous pouvez l'imaginer, en 2024, le marché des missiles, c'est 100 milliards d'euros. 100 milliards. En moyenne, sur les 10 dernières années, on tournait autour de 40 milliards. Et on double chaque année. Et évidemment, l'Europe et l'OTAN, naturellement, suivent ce train, après des années, évidemment, des investissements massifs. Donc nous, on doit s'adapter, comme tous les autres acteurs industriels, on doit aller plus vite, changer nos méthodes, simplifier. Ça, on ne pourra pas le faire seul, il faut le faire avec les États. Et c'est là aussi que la coopération franco-italienne est importante, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des harmonisations, des simplifications entre eux, pour qu'on puisse, nous, développer des coopérations de façon beaucoup plus rapide. Alors MBDA est investi pleinement, les hommes et les femmes sont investis dans cette remontée en puissance, alors par différents axes, évidemment par des recrutements massifs. En France, par exemple, sur les 3 dernières années, on aura recruté 3000 collaborateurs, par des investissements financiers massifs, ça sera plus de 2,5 milliards ou 2,4 milliards d'euros que MBDA, le groupe, aura investi entre 23 et 28. Donc là, vous voyez bien qu'on a besoin de champions intégrés qui ont un volume financier, une surface financière suffisamment importante pour assumer ces investissements. Et puis nous anticipons la commande publique, nous faisons des stocks et nous louons de nouvelles machines-outils. Voilà. Donc nous sommes pleinement mobilisés et puis avec des résultats. Je reviendrai dessus sur l'Aster. On divise nos délais de production de plusieurs facteurs, on multiplie nos cadences de production de plusieurs facteurs sur toute notre gamme de produits. Mais cette vision, alors c'est vraiment la vision de MBDA, on considère qu'il n'y a pas d'avenir pérenne pour une industrie s'il n'est pas européenne. Nous, en tout cas, dans notre domaine, le marché européen est hyper fragmenté, donc il n'y a pas de solution de souveraineté nationale dans le marché des missiles face à des Lockheed Martin ou des Raytheon qui ont des budgets qui sont 25 fois supérieurs aux nôtres et qui ont accès à un marché consolidé américain qui est 25 fois supérieur au nôtre. Donc cette coopération qui permet de développer un produit et d'amortir les frais de développement sur un marché global, c'est absolument fondamental pour nous. Et l'export l'est aussi. 50% du chiffre d'affaires de MBDA dépend de l'export. C'est ce qui permet aussi aujourd'hui de réinvestir en Italie, en France, dans des capacités pour servir nos forces armées. Donc dans ce contexte-là, la coopération franco-italienne, alors elle est ancienne. Une des entreprises fondatrices de MBDA, c'est Alenia Difesa, et qui a fusionné d'abord avec Jake Marconi, puis dans un deuxième temps avec Metra BAE, et pour créer in fine, avec l'apport d'Aérospatiale MBDA en 2001. Donc
l'axe franco-italien est depuis toujours présent et s'est concrétisé dans les années 90 par le missile Aster, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse. Le missile Aster et ses versions terrestres et navales. Donc il y a une version terrestre dans un système qui s'appelle le SAMPTE, qui est aujourd'hui opéré par les forces armées, l'armée de terre italienne et bientôt l'armée de l'air italienne, et puis l'armée de l'air française notamment. C'est un système qui est l'équivalent du Patriot. On parle beaucoup du Patriot dans la presse. Je crois qu'on peut être fier en Europe, avec la nouvelle version du SAMPTE qui s'appelle le SAMPTE-NG et un nouveau missile qui s'appelle l'Aster 30 BANT qui vont arriver dans les 2 prochaines années, d'avoir un système européen souverain et aussi performant que celui des Américains. Et dans le contexte actuel, vous imaginez bien là encore qu'avoir cette capacité dans nos armées est essentiel. Cette capacité souveraine, je voudrais juste rappeler ce que ça veut dire une capacité souveraine pour un industriel comme nous, et c'est une conception de la souveraineté qu'on porte aussi à Bruxelles, c'est l'autorité de conception. C'est-à-dire que MBDA a l'autorité de conception de ces systèmes, de tous ces systèmes. Donc ça veut dire que nous sommes capables d'apporter des évolutions à nos systèmes lorsque la menace évolue. Nous sommes capables évidemment de maîtriser notre supply chain. Nous sommes capables de maîtriser les évolutions du système in fine. Sur l'Aster, prenons l'exemple de l'Aster, qui est aujourd'hui opéré en mer Rouge sur les frégates françaises et italiennes, ou de l'Aster qui est opéré en Ukraine et avec succès. Il y a encore un tir hier de Sukhoi qui a été annoncé par les Ukrainiens. Nous sommes capables, en boucle courte, très courte, de mettre à jour nos logiciels pour les adapter à de nouvelles tactiques, nouveaux concepts d'emploi, nouveaux modes opératoires qui sont dictés par les événements. C'est unique. Et ça, cette capacité, il faut vraiment qu'on soit conscient de son importance et que derrière, on investisse, on continue à investir dans cette souveraineté européenne. Donc l'Aster et le SAMPTE, c'est la couche européenne de ce que peut être un Euroshield. Alors vous savez que Euroshield, c'est un des flagships annoncés par von der Leyen, la présidente von der Leyen, pour son livre blanc. Ça va être certainement un axe prioritaire de développement capacitaire du prochain livre blanc, un des axes prioritaires de développement du prochain programme EDIP, et de toute façon, c'est un besoin de l'OTAN déposé dans l'NDPP massif. Il faut que l'Europe renforce ses capacités de défense solaire. Et là, avec MBDA, avec la coopération franco-italienne, on a le socle de ce que peut être l'architecture intégrée européenne haut de spectre, et puis dans les layers ou dans les couches inférieures, là aussi on a des solutions souveraines, que ce soit le CAM, le système CAMIAR qui est développé en ce moment par l'Italie en coopération avec le Royaume-Uni, le VLMIK en France, le Mistral français en dessous, et l'Italie est en train de développer un missile VV Shorad souverain, là encore, pour remplacer le Stinger. Donc vous voyez que la MBDA, et avec un axe franco-italien majeur, peut être une alternative aux patriotes et à des systèmes israéliens qu'on voit de temps en temps en Europe. Deuxième axe de coopération, c'est la préparation de l'avenir avec l'Italie. Là, on a parlé de programmes qui ont été lancés dans les années 90, mais qu'on continue de faire évoluer. Demain, quels sont les enjeux? C'est l'hypersonique. C'est défaire les menaces hypersoniques qui arriveront dans les années 2040, à partir de Glide Vehicle. Et là, c'est un programme européen qui s'appelle IDIS, que MBDA porte avec les États italiens, français, allemands et néerlandais, financé par la Commission européenne à travers le Fonds européen de défense. Et ça, c'est je ne dirais pas que c'est le successeur de l'Aster, parce que c'est un complément de l'Aster, mais ça permettra de se doter de capacités de défense antimissile balistique hypersonique que l'on n'a pas aujourd'hui, que seuls les Américains à terme seront en mesure de fournir s'il n'y a pas un effort européen massif et une volonté de nos États de se doter de cette capacité. Donc le court terme, c'est l'Aster, la remontée en puissance, et le long terme, c'est Aquila, le missile Aquila, développé dans le cadre d'IDIS à l'OCAR. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est dont on parle finalement assez peu quand on parle de la coopération industrielle franco-italienne, c'est la frappe dans la profondeur, le Deep Precision Strike, qui est une deuxième capacité très importante pour l'OTAN, qui fera certainement partie des priorités capacitaires du prochain NDPP. Et là encore, on peut voir se développer une coopération franco-italienne.
Déjà, la France, l'Italie remis sont dotés du même missile qui s'appelle le Scalm Storm Shadow, qui équipe les Typhoon italiens et les Rafales français. Et vous avez une capacité TC aussi. La France a développé l'Exocet. Et nos États ont décidé de mettre en commun leurs moyens pour préparer l'avenir. Avec le programme FCAS-W, qui est une coopération trilatérale avec le Royaume-Uni, et qui dotera nos 3 armées d'un missile, ou d'un couple de missiles, un supersonique et un subsonique, capable d'adresser des missions si variées que l'antinavire, les missiles de croisière, le CEAD-DEAD et même l'anti-HVA. Ça, c'est l'avenir. C'est le programme FCAS-W qu'on espère lancer en 2025 et qui serait un nouvel axe de déploiement du traité du Quirinal et de Lancaster House. Deuxième point, le missile de croisière navale. Donc, le missile de croisière navale, c'est le Tomahawk européen. Vous savez que c'est un missile que la France a développé qui dotait et qui dote aujourd'hui les FREMM françaises et les SNA français. Et là, l'année dernière, au Bourget, c'est l'année dernière, oui, l'année dernière, il y a une coopération gouvernementale qui s'est ouverte entre la France et l'Italie pour étudier l'intégration de ce missile de croisière navale sur les FREMM Evo italiennes. On a été notifié récemment d'une étude d'intégration qui avait été annoncée par le ministère de la Défense italien aéronaval, du missile de croisière navale sur les FREMM. Là encore, vous voyez qu'entre le FCAS-W et le MDCN, on pourrait ouvrir un nouveau pan complet de la coopération industrielle franco-italienne, et de nouveau dans un domaine de très haute souveraineté et extrêmement stratégique. Donc en conclusion, cette coopération franco-italienne, pour nous, c'est une réalité. C'est une réalité, elle s'appuie sur des projets. Il faut que les États continuent à soutenir ces projets. Dans le contexte actuel, ça nous semble compliqué, en effet, de ne pas soutenir une vision européenne intégrée autour de champions nationaux. Et en espérant, alors peut-être que l'Élysée et le Quirinal nous écoutent, mais en espérant qu'il y ait un nouveau sommet franco-italien cette année, puisqu'on n'a pas eu depuis peut-être 2 ans, non bien certainement, MBDA serait prêt à fournir des livrables politiques pour ce sommet très rapidement. Voilà, merci. Merci beaucoup Vincent. Alors, j'admire, ils sont tous impeccables. On tient les temps, c'est éblouissant. Merci, c'est une belle histoire en fait. Et il faut s'en féliciter parce que Jean-Baptiste a rappelé un peu que pouvait y avoir parfois des petites frictions franco-italiennes. MBDA montre qu'on réussit sur les choses vraiment importantes à aller au-delà des frictions et à travailler ensemble. Et donc à se trouver. Alors oui, ça frotte un peu, mais finalement on réussit à se parler. Donc merci, parce que quand on y réfléchit bien, le missile est un des grands segments de l'industrie de défense où ça se passe bien au niveau européen. Enfin, où des Français réussissent à discuter avec d'autres gens pour avancer sur des programmes. Je dis ça pudiquement et tout le monde, enfin peut-être certains, comprendront ce à quoi je fais allusion. Je me tourne vers Nicolas. Arrête de rire. Je me tourne vers Nicolas. Nicolas Mazzo, qui est alors d'abord un des directeurs de la Vigie, c'est ton premier titre Nicolas, je vais d'abord insister là-dessus, qui est accessoirement directeur de la stratégie pour la Marine nationale et au CESM, qui est le centre d'études stratégiques de la Marine, si je ne me trompe pas. Et curieusement, tu vas nous parler de quelque chose que finalement les Français et les Italiens ont en partage. Je ne parle pas du vin, je ne parle pas de la nourriture, je parle de la mer et de la Méditerranée notamment. Merci beaucoup, mon général amiral, messieurs les officiers, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Effectivement, je m'exprime aujourd'hui non pas au titre du Centre d'études stratégiques de la Marine, mais comme tu l'as dit, Olivier, au titre de la Vigie. Alors effectivement, je vais vous parler de mon milieu qui s'appelle la mer, mais en réalité, mes 3 prédécesseurs vous en ont déjà parlé. Puisque vous avez bien vu sur les présentations géopolitiques et sur la présentation sur la question missile que chaque fois, la question navale, la question de la mer, la question de la Méditerranée, au-delà de la Méditerranée dans la partie géopolitique, la question des équipements des navires, on a parlé de l'Aster, on a parlé aussi des futurs programmes de futurs missiles anti-navires, futurs missiles de croisière, en fait, revenait
Et ce, finalement, j'allais dire, pour une raison qui est relativement simple, c'est que quand vous regardez les chiffres, ils ont parfois leur vérité en eux-mêmes. La France et l'Italie sont les deux plus puissantes marines d'Europe continentale. Ce sont les deux marines les plus développées en nombre d'unités, les plus développées dans leur capacité. Et une fois de plus, je ne parle pas du Royaume-Uni, donc restons sur l'Europe continentale. Cette coopération navale franco-italienne se développe de manière extrêmement forte depuis quelques années et, comme l'a montré Lucio, dans un environnement stratégique complexe dont je ne saurais dire philosophiquement s'il est gramscien, c'est-à-dire si nous sommes dans un espace interstitiel entre la fin d'un monde et l'émergence d'un nouveau, mais qui, en tout cas, ces dernières années, ces derniers mois, j'irais même jusqu'à dire ces dernières semaines, voire ces derniers jours, ne cesse finalement de nous apporter de nouvelles incertitudes et donc finalement de nouvelles nécessités à coopérer. Cette coopération navale, elle s'établit de manière relativement peu étonnante en 3 strates: une coopération de niveau stratégique, une coopération de niveau opérationnel et une coopération de niveau capacitaire. Ça a été mentionné, et Lucio en a beaucoup parlé, cette nécessité, mais j'allais dire encore plus depuis quelques années, cette volonté italienne de sortir d'un environnement méditerranéen, on l'a vu avec le concept de Méditerranée étendue, pour aller vers un environnement d'opération, un environnement de déploiement qui soit plus large et qui, pris du point de vue français, soit plus indo-pacifique. La Méditerranée étendue, c'est la Méditerranée étendue aussi au nord-ouest de l'océan Indien, donc finalement dans une zone qui pour les Français est déjà de l'Indo-Pacifique, qui ne l'est pas pour les Américains, puisque cette zone-là pour les États-Unis ne fait pas encore partie de l'Indo-Pac, mais qui, vu du point de vue français, en fait une fois de plus revêt une importance particulièrement stratégique, puisque c'est, on a parlé du port de Trieste, la zone, et surtout depuis le début de la guerre en Ukraine et le découplage énergétique entre l'Europe et la Russie, la zone prioritaire d'approvisionnement d'hydrocarbures de l'Europe. Et par la Méditerranée, par l'Italie et par la France. Donc, si je peux me permettre, pour nos pays, l'Indo-Pacifique est en réalité un Indo-Pacifico-méditerranéen, et c'est bien dans la coopération navale la manière dont on le voit. Et cette volonté de déploiement de plus en plus affirmée de l'Italie vers le nord-ouest de l'océan Indien répond, comme je le disais, finalement à cette volonté et cette nécessité aussi de la France de projection de plus en plus affirmée vers l'Indo-Pacifique. Au niveau stratégique, ça se traduit aussi par une coopération qui est renforcée dans le plan naval au niveau européen, que ce soit au niveau européen intégré à la PSDC ou non, puisqu'on a eu une participation franco-italienne extrêmement forte à la mission Agénor, aujourd'hui à la mission Aspides, en complément des autres missions que sont Atalanta et Irini, donc toutes les missions européennes qui peuvent se dérouler dans cette zone-là, où la France et l'Italie apparaissent comme étant deux des principaux piliers de ces opérations, ce qui aussi se conçoit dans une optique qui est à la fois stratégique, mais qui est aussi purement économique, quand on regarde l'importance, tant pour la France que pour l'Italie, des grands armateurs. Bien évidemment, la protection de ces grands rails, notamment de la mer Rouge, de transport maritime, se conçoit aussi dans l'importance de nos secteurs économiques. Donc cette projection, j'allais dire cette projection de sécurité, je préfère pas parler de projection de force, parce qu'on est vraiment dans l'idée d'une coopération pour aller projeter de la sécurité vers justement cette Méditerranée étendue qui nous concerne au premier chef français et italien, est un phénomène extrêmement important, un phénomène qui doit être souligné. Bien évidemment, à ça, il faut apporter des bémols, il faut apporter des différences qui se comprennent, puisque la position géographique et les intérêts stratégiques des deux pays ne sont pas exactement les mêmes sur l'ensemble de la planète. Il est bien évidemment normal que l'Italie ait un focus spécifique sur justement cette zone de Méditerranée étendue, quand pour la France, la nature des intérêts stratégiques la projette aussi très largement au-delà et amène à nécessiter d'autres développements vers, pour le coup, cette fois, plutôt le Pacifique, et notamment le Pacifique Sud, ou l'Atlantique Nord. Cette coopération, elle s'établit au niveau stratégique à d'autres niveaux. Donc je suis effectivement directeur stratégie, mais je suis aussi directeur Wargaming. Et le Wargaming, c'est aussi l'un des grands événements ou l'un des grands éléments sur lesquels on peut insister, sur lesquels il y a une coopération italienne qui s'est établie depuis quelques années. Le premier événement Wargames in NATO, qui était en 2023, s'est établi d'abord dans le cadre du traité du Quirinal, avant de devenir un événement européen et un événement otanien.
Aujourd'hui, c'est pris sous la bannière d'ACT au niveau de l'OTAN, mais il faut quand même rappeler que la genèse intellectuelle est une genèse franco-italienne dans ces éléments-là, pour justement avoir cette capacité d'aller par une coopération de niveau stratégique, de niveau intellectuel. L'amiral Schivardi et le professeur Zampieri dans la salle savent aussi qu'en termes intellectuels, la coopération est établie entre nos deux marines pour aller vers quelque chose qui, après, se tourne de plus en plus vers l'opérationnel. Et là aussi, en complément de ce que je vous disais sur les intérêts stratégiques et les intérêts de développement, il faut aussi souligner le renforcement de la coopération opérationnelle entre nos deux marines, et notamment, de manière extrêmement forte, la coopération opérationnelle de groupe aéronaval à groupe aéronaval. Le renforcement des exercices croisés, la participation française à Mare Aperto, la participation italienne à Polaris, en fait, permettent justement d'avoir une intégration qui est de plus en plus forte des capacités des uns et des autres dans les groupes aéronavals respectifs des deux pays. Bien évidemment, ils sont centrés sur des éléments qui sont différents. Le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas le porte-aéronef Cavour, bien entendu. Néanmoins, ces capacités sont au plan stratégique de même niveau. Ce sont des capacités aéronavales de projection d'une puissance complète qui passe par les aéronefs, par les navires et par les sous-marins sur l'ensemble du champ aéro-naval, mais aussi de la couche sous-marine, dans une durée et dans une dimension qui n'a rien à voir avec les pays qui ne sont pas dotés de ces capacités-là. Et l'intérêt justement du grand développement italien dans le domaine aéronaval ces dernières années est d'arriver à permettre une plus grande intégration qui se passe aussi de manière extrêmement simple, au-delà des exercices, par l'intégration de frégates françaises dans le groupe aéronaval italien quand il se déploie, et l'intégration de frégates italiennes dans le groupe aéronaval français quand il se déploie, pour des séquences qui peuvent être relativement longues. Justement, le principe de l'interopérabilité, j'y reviendrai tout à l'heure, est un principe qui est certes capacitaire au départ, qui passe par des liaisons de données tactiques, qui passe par des procédures, qui passe par des matériels, mais qui ne peut se concevoir de manière réelle qu'à partir du moment où il est vécu et opéré. L'interopérabilité, c'est avant tout du travail en commun. Ce n'est pas du matériel en commun. Et ça, on a tendance, en fait, trop souvent à se focaliser exclusivement sur la question du matériel. La vraie interopérabilité, elle ne peut se faire qu'à partir du moment où on travaille réellement ensemble. Et à ce titre-là, les déploiements, notamment en mer Rouge, nous ont permis de renforcer de manière extrêmement importante cette intimité stratégique, et j'emploie le terme à dessein, de compréhension mutuelle, de procédure mutuelle, de développement mutuel. Et ça, finalement, ça s'appuie sur cette dernière couche, celle, j'allais dire, qui est à la fois soit la plus basse, soit la plus importante, ça dépend dans quel endroit vous voulez mettre le curseur, ou ça dépend où vous vous situez dans les armées ou dans l'industrie, c'est la question de, justement, la coopération capacitaire. Ce qu'il faut regarder, c'est que si je me place du point de vue de la marine nationale, tous nos derniers grands programmes de navires de surface, à l'exception du tout dernier, la FDI, sont des programmes franco-italiens. Le programme de frégate Horizon, ce qu'on appelle en France les FDA, le programme FREM et le programme de navires de ravitaillement Vulcano en Italie et BRF Jacques Chevalier en France. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans quelque chose d'extrêmement intégré, y compris sur le plan capacitaire, ce qui permet après justement d'avoir des facilités quand on doit développer de nouveaux équipements, quand on doit intégrer les équipements des uns ou des autres, réfléchir à un certain nombre de choses. Le choix par exemple de la munition Vulcano sur les canons de 76 mm qui a été fait par un pays et n'a pas été fait par l'autre, par exemple, permet là aussi, quand on va regarder sur les déploiements opérationnels, de voir finalement, non pas qui avait raison, mais de dire tiens, qu'est-ce que ça donne quand sur le même navire, on va utiliser deux capacités qui sont un tout petit peu différentes. Nos navires sont quasiment les mêmes. Ils ont effectivement quelques petites différences aujourd'hui. Le MDCN, par exemple, qui a été mentionné, justement, le fait d'avoir des frames équipés en MDCN côté français, ça a pu permettre justement à la partie italienne de voir en fait quel était l'apport potentiel de ce couple frame MDCN et de dire ensuite, tiens, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers ça ? Donc finalement, cette coopération triniveau, au niveau stratégique, au niveau opérationnel et au niveau capacitaire, elle est aujourd'hui unique dans le domaine naval en Europe continentale, avec une fois de plus des priorités qui sont différentes, des orientations stratégiques qui ne sont pas exactement les mêmes. Bien évidemment, il y a la question de la puissance nucléaire dotée et de la puissance qui n'est pas une puissance nucléaire dotée de manière directe, même si elle participe à la question de la dissuasion nucléaire au travers de l'OTAN, qui amène, bien entendu, à ce qu'il y ait des choses qui ne se recoupent pas exactement.
Toutefois, quand on regarde une fois de plus sur le pas des dernières années, on voit véritablement un développement très fort de la coopération, un renforcement mutuel des procédures, un renforcement mutuel de l'expérience, et on est vraiment dans une situation, et le domaine naval se prête particulièrement à ça, où la somme des expériences des deux amène finalement à ce que les deux se développent beaucoup plus vite que chacune des expériences prises séparément. Et ça ne peut finalement être créé que par cette intimité stratégique et par la continuité extrêmement forte de cette intimité opérationnelle que nous avons et que j'espère nous continuerons à avoir très longtemps. Ils sont éblouissants, nos intervenants, quand même. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, ces 3 strates, stratégiques, opérationnelles et puis capacitaires. Je retiens 2 choses que tu as dit. La notion d'indo-méditerranée, ta langue a fourché, mais tu viens de sortir sans le faire exprès, ou en le faisant exprès, bien évidemment, quelque chose qui me semble très utile et qu'il va falloir qu'on développe entre la vigie, conflit et l'IMES. Indo-méditerranée, je pense que voilà quelque chose qui est un vrai concept géopolitique et stratégique qui... C'est dans un article de la revue Études marines du Centre d'études stratégiques de la marine. Et donc, il va falloir qu'on creuse ça, qu'on mette ça en avant. Donc, merci. Et tu parles d'intimité stratégique. Oui, parce que quand vous regardez bien, finalement, on a beaucoup de choses en partage et de façon assez facile, malgré la conflictualité. On a une demi-heure de débat. Je vais d'abord, si vous voulez, messieurs, de la table, réagir l'un à ce qu'a dit l'autre. Je vous laisse d'abord cette opportunité de pouvoir réagir, Lucio, Vincent, Jean-Baptiste et Nicolas, à ce qu'ont dit les autres. Non, mais vous avez le droit de réagir. Vous avez le droit de dire, au fait, tiens, j'ai une question. Non ? Non ? Et donc, je donne la parole à la salle.